Merci de votre fidélité. Lionel Zinsou était au Parlement ce vendredi. Le Premier ministre a eu une séance de travail avec les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Au thème de cette séance, il a livré ses impressions à la presse. Comme vous savez, je suis en charge de sujets qui sont au cœur de l'activité de l'Assemblée nationale, le développement économique, l'évaluation des politiques publiques et tout ce qui tient à la promotion de la gouvernance, y compris quelque chose de très important qui est le dialogue social. Parce que c'est aussi la gouvernance qui intéresse le secteur privé, le secteur public, avec les partenaires sociaux. Ce sont des sujets qui sont centraux pour la représentation nationale. Nous avons je crois, un espace pour travailler ensemble sur les textes de loi. Nous avons beaucoup parlé à l'initiative des membres du bureau qui ont suggéré avec vigueur de ce qui est évaluation et impact des textes existants, de façon à faire un travail législatif qui soit, au fond, utile et efficace. Et je remercie, messieurs les membres du bureau, d'avoir insisté sur ce point. Et je leur ai dit que l'administration était à la disposition de la représentation nationale pour augmenter tout ce qui est analyse de l'impact des textes existants et préparation professionnelle des textes à venir en utilisant les moyens de l'administration. Nous avons de bons économistes, nous avons de bons statisticiens, nous avons une bonne équipe d'évaluation. Il est à la disposition de la représentation nationale, naturellement. Donc nous avons notamment évoqué ce point. Mais le thème général, c'était vraiment... Je viens saluer la représentation nationale. Nous sommes dans une année qui est politiquement une année très riche. Les années très riches politiquement peuvent être des années où il y a au fond des incompréhensions. Et ce que j'ai voulu dire, c'est toute une série d'actions de la représentation nationale sont des actions de long terme. Tout le travail législatif, et les membres du bureau m'ont rappelé qu'au fond, on a de fin septembre à fin décembre ou à fin janvier pour l'action législative en session ordinaire. Eh bien, c'est court et tout sera pour les années qui viennent. Donc le travail, il faut qu'on le fasse avec tous les éléments de consensus qu'on peut trouver dans des périodes politiquement, au fond, complexes, mais pour les années qui viennent. Et de mon côté, sur les sujets de ma responsabilité, c'est vraiment ce que j'ai voulu dire au président de l'Assemblée. Je suis dans l'esprit de coproduire des textes pour l'avenir et d'aider la représentation nationale à aider l'exécutif, à aider notre peuple à avancer et en termes démocratiques, et en termes sociaux, et en termes économiques, avec des objectifs d'emploi que je crois tous les députés partagent. Et puis le ministre des Transports sud-africain en visite au Bénin a eu une séance pour renforcer la coopération entre les deux pays, surtout dans le secteur du transport au Bénin. L'aéroport de Glodjiboué a été le sujet principal de l'audience que Lionel Zinsou a accordé donc à son hôte sud-africain, Awa Sherif et Miché Elewe. Le Bénin à l'école de l'Afrique du Sud en matière de transport aéroportuaire. C'est dans le cadre d'une coopération entre les deux pays que le Bénin va bénéficier de l'expérience sud-africaine pour la réalisation de l'aéroport international de Glodjiboué, l'Afrique du Sud étant une puissance en matière logistique. Nous sommes ici pour consolider donc cette coopération concernant donc le transport aérien. Et je conviens avec lui que les études ont pris énormément de temps. Je me réjouis que nous en sommes finalement, donc nous sommes arrivés finalement à un accord et que ces accords vont être bientôt signés. Donc en Afrique du Sud, nous pensons que le transport aérien est l'une donc des clés donc du développement. Donc nous pensons également que la construction donc d'infrastructures concernant le transport donc doivent être sous-tendues donc de politiques cohérentes pour que effectivement nous puissions bénéficier, nous puissions tirer entier bénéfice donc de la construction donc de ces types d'infrastructures. Comme souvent, notre problème n'est pas d'abord financier. En effet, nous avons un aéroport sur lequel, Madame la Ministre, vous avez atterri, vous avez constaté qu'entre votre aéroport et mon bureau, il y a 5 minutes. Ce qui n'est pas la même chose que l'aéroport de Cape Town, ce qui n'est pas la même chose que l'aéroport Oliver Tambo.
Il y a 5 minutes entre mon bureau et l'aéroport parce qu'il est en plein centre-ville. Et c'est une emprise, monsieur le ministre des Transports, de 300 hectares dans la ville. 300 hectares au centre-ville. Et la valeur de ces 300 hectares en centre-ville est très supérieure à la valeur de la construction d'un aéroport à 40 km. Si bien que si nous changions la vocation de cette zone de 300 hectares en centre-ville, avec cette ressource, nous autofinancerions complètement l'aéroport. Après cette signature d'accord, la réalisation de cet aéroport va durer 3 ans, une infrastructure qui va donc lancer le Bénin sur la voie du développement et profitera à toute l'Afrique. Politique à présent, les cadres FCBE de la Donga apportent leur pas de vérité sur les violences électorales de Maningri et Bassila. Eh bien, ils ont réagi cette semaine à Cotonou en réponse au point de presse tenu en début de semaine par l'Alliance ABT sur le même sujet. Écoutons quelques extraits de leurs interventions au micro d'Ibrahim Lawali et de Bertrand Leon. Le président devait venir rencontrer les populations à Bassila au moment où les organisateurs s'apprêtaient à mettre les vaches et consorts. Les militants ABT ont envahi l'école centre de Bassila. Qui connaît Bassila, l'école centre, et commencé à poser les affiches de leur candidat. Ils ont appelé le maire et le maire a donné des instructions aux forces de sécurité, la gendarmerie et la police pour leur dire de tout mettre en œuvre pour éviter de tels débordements. Le président est arrivé. Nous sommes allés l'accueillir au stade de Bassila. Déjà à la sortie du stade là, ils ont organisé des jeunes qui ont commencé à huer sur le président. J'étais derrière le cortège du chef de l'État qui venait distribuer les logos. Après le meeting de Bassila, il fallait continuer sur Manigri. On est arrivé à Manigri, le président a commencé pendant 1 heure de temps après. C'est les militants ABT qui sont arrivés au lieu du meeting du président. Arrivés au lieu du meeting, précisément, ils se sont arrêtés. Les jeunes, comme d'habitude, vous les connaissez, ABT, ils sont venus. Ils ont obligé le chef de l'État à se taire pendant 40 minutes. Ils ont parlé de militarisation. La militarisation, il n'y a pas eu de militarisation. Le président de la République est arrivé. On lui disait ça depuis les législatives, mais quand il est arrivé, il a constaté que c'est son rôle. C'est de n'avoir pas agi tel qu'il a agi là, qui aurait été grave. On aurait dit, bon voilà, il a laissé les populations s'entretuer. En tant que garant de l'ordre public, c'est son devoir. Et ce n'est pas Bassila seul qu'il a envoyé, c'est partout, dans tout le pays. Mais c'était plus urgent même au niveau de Manigri et de Bassila. Mais comment on peut expliquer que la présence des militaires a pu empêcher les militants ABT de sortir pour aller voter? C'est du faux. Qu'on aille jusqu'à dire qu'il n'y a qu'une seule voie d'accès dans Manigri. Oui, même si on n'est pas de Manigri, mais il y en a qui ont visité Manigri. De l'entrée de Manigri jusqu'au lieu du meeting où était le chef de l'État, il y a au moins 4 voies de contournement. Le député Idrissou Bako s'est entretenu, lui, hier avec la presse sur les élections municipales, communales et locales à travers une conférence de presse. Le député est revenu sur les conditions de vote et sur l'incident survenu après les élections dans la commune de Malanville. On l'écoute au micro d'Awa Chérif et de Romaric Soman. Pour ces élections municipales, communales et locales, la Sénat n'a donné aucun résultat. Personne n'a proclamé les résultats. Mais pourquoi va-t-on se mettre à défendre des chiffres qui n'ont été avancés par personne pour le moment? Voici pourquoi je dis c'est de la manipulation, c'est de la préparation de l'opinion, certainement, à peut-être une mascarade qui serait en train d'être organisée, à l'instar peut-être, si c'était faux, je présente mes excuses, mais je reste confiant en la direction de notre Sénat qui doit garder sa sérénité et traiter en toute impartialité les résultats de ces élections. Par rapport maintenant
aux prétendues violences. Pour ce qui concerne les violences, je défie quiconque puisse démontrer ou bien prouver que ces violences sont intervenues au moment des élections. Non. Là aussi, la vérité des faits. Les élections se sont passées dans un climat de paix, je dirais même de convivialité, sans oublier bien sûr les petites tensions entre groupes rivaux. Échauffourée qui tout de suite a été maîtrisée par les autorités locales qui se sont rendues sur les lieux pour juste apaiser. Disons que c'est une situation très ponctuelle, maîtrisée dans les minutes qui suivent, et situation qui n'avait pas besoin de donner des informations alarmantes au peuple. Vous savez, la période que nous traversons, chers journalistes, cette période est tellement sensible que il va falloir revisiter, contrôler bien sûr les productions pour éviter d'émettre des messages, de diffuser des messages qui incitent à la violence, des messages qui donnent des situations alarmantes qui pourraient susciter aussi la violence. Le parti UDD au Logedé félicite le peuple béninois pour sa maturité démocratique au cours d'une déclaration rendue publique mercredi dernier à Zobodomen. Eh bien, les militants de ce parti attirent l'attention de l'opinion publique sur quelques dysfonctionnements qu'il faille corriger pour les prochaines consultations. Suivons plutôt le secrétaire exécutif national de ce parti. Il a été constaté et vérifié que beaucoup de cartes d'électeurs transmises par la Sénat à la mairie de Zobodomen n'ont jamais été remises à leur titulaire jusqu'à ce lendemain de ces élections. L'artillerie de destruction massive des suffrages exprimés en notre faveur, utilisée par l'adversaire, est la ruse d'annulation systématique, au besoin par pression ou brutalité, d'importants bulletins, même pour simples tâches involontaires ou d'impression. À titre d'exemple, 44 bulletins nuls sont observés au poste 1 du village Todo dans l'arrondissement d'Avlamen. 13 bulletins au seul poste de Aoundomé dans l'arrondissement central, dont le total des bulletins nuls s'élève à 74. Avec ce tableau sombre, le bureau politique de l'UTD au Logedé tient à mettre à nu ces irrégularités et cette ruse connue, qui n'est plus étrange, prend les populations à témoin et invite très respectueusement la Sénat et la Cour suprême à traiter avec beaucoup plus d'attention, comme on reconnaît à ces institutions qui le font si bien, les résultats bruts envoyés à partir de la commune de Zobodomen. Les élections communales, municipales et locales sont terminées. Les regards sont à présent tournés vers les institutions compétentes. Pour les résultats, les observateurs de la société civile africaine saluent la maturité du peuple béninois. Ils ont partagé avec la presse cette semaine les conclusions de la mission suite au déroulement des élections. Jean-Claude James, Calvador, Aron. Au regard des observations effectuées par la mission, le déroulement du scrutin s'est globalement passé dans des conditions de transparence. Les défaillances relevées par la mission n'ont pas entaché la fiabilité du scrutin. La mission tient à féliciter le peuple béninois pour sa tradition démocratique
sa culture d'alternance politique et pour sa maturité dont elle a fait preuve au cours du dit scrutin. La mission voudrait toutefois faire des recommandations suivantes à l'endroit du gouvernement. Continuer d'assister et d'appuyer la Sénat toutes les opérations relatives au processus électoral pour qu'elle soit une administration harmonieuse et efficiente. Veiller à la sécurisation du processus électoral en déployant des agents de sécurité en nombre plus important. À la Sénat, renforcer les capacités du personnel électoral en vue d'améliorer les prochaines séances. À la société civile, s'impliquer davantage dans l'observation des élections, les activités de sensibilisation et d'éducation citoyenne. Aux partis politiques, respecter les résultats des urnes et privilégier le recours aux moyens légaux en cas de contestation. À la communauté internationale, appuyer le processus électoral pour la consolidation de la démocratie au Bénin. Et comme celui qui aime son enfant ne peut le laisser traîner dans la boue, la mission de la société civile africaine et le FRAPA ont décidé, avant de regagner leur pays respectif, de solliciter et d'organiser un culte d'action de grâce pour le chef de l'État béninois et son peuple, en vue de demander au Tout-Puissant, Dieu miséricordieux, de protéger et veiller sur le Bénin. Les ONG Alcré et Social Watch Bénin, pour les dernières élections, ont déployé dans 49 communes du Bénin sur les 77 des observateurs électoraux. En attendant la publication d'un rapport général, les responsables de ces ONG ont présenté à la presse les grandes observations faites sur le terrain. Martin Saouba, président de l'ONG Alcré, est au micro d'Olive Sougoué et de Patrick Bénon. Dans le cadre des deux scrutins du 28 juin 2015, l'unité de gestion du programme Participe a formé et déployé sur l'ensemble des 49 communes ciblées par le programme une mission d'observation électorale portée par les cellules de participation citoyenne, les CPC. Au sujet de l'ouverture des postes de vote, la plupart des postes de vote ont ouvert à 7 heures, comme indiqué par le code électoral. Mais des retards allant de 10 minutes à 2 heures de temps par endroit ont été notés dans certaines localités. Malgré le faible engouement noté, la mission d'observation des cellules de participation citoyenne a constaté, dans la plupart des cas, un comportement exemplaire des électeurs qui ont exercé leurs droits civiques dans le calme, la discipline et la dignité. De même, les agents de sécurité dans les centres de vote où ils étaient présents ne s'étaient pas montrés intrusifs. En somme, le programme Participe se félicite du bon déroulement du processus électoral et du sens de civisme des citoyens et de responsabilité des acteurs politiques. Afin de remédier aux insuffisances et irrégularités constatées, l'unité de gestion du programme Participe recommande à la Sénat de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de conduire les prochains processus électoraux avec plus de rigueur et d'efficacité.
114 costumes d'audience ont été remis ce jeudi à 15 officiers de justice et greffiers. La cérémonie de remise de ces costumes d'audience s'est déroulée dans les locaux du ministère de la Justice. Le secrétaire général de ce ministère nous explique l'importance de cette cérémonie pour la justice béninoise. Il est interrogé par Jémy Marcatraï. Le ministère a l'obligation de doter les acteurs du service judiciaire de leur tenue de travail. C'est une exigence textuelle de leur statut. Il faut pour qu'on puisse remplir son office, pour tenir une audience par exemple, pour qu'on siège comme tribunal, il faut arborer la robe qui différencie la personne qui incarne l'autorité judiciaire d'elle-même, pour que la démarcation psychologique soit faite par rapport à la personne elle-même et par rapport aux usagers de la justice. En tout, 74 robes ont été remises pour permettre l'exercice de la profession en respectant les exigences textuelles. Parce que la justice se rend dans des conditions données et la tenue est un élément essentiel pour qu'on puisse tenir une audience et remplir donc les devoirs de leurs offices. Bon, il y a une promotion de magistrats qui avaient déjà bénéficié de robes. Ils ont bénéficié d'une deuxième commande, cette fois-ci en Europe, ce qui leur a permis d'avoir 2 robes. Et ça leur évitera que ces robes se détériorent trop vite, puisqu'ils auraient bénéficié donc de 2 dotations. Et ça nous permet de ne pas être obligé de leur renouveler la robe 5 ans après. Le journal La Nation a 25 ans depuis le 2 juin dernier et la célébration officielle de cet anniversaire prévue pour le 9 juillet prochain. À cet effet, une délégation de l'Office national d'imprimerie et de presse, ONIP, était en audience à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, conduite par la directrice de l'ONIP. Elle est allée recueillir les impressions des conseillers à la HAC sur la qualité des prestations du journal du service public. Écoutons quelques extraits de son intervention au micro d'Ibrahim Lawani. Nous avons vivement souhaité venir vous rencontrer, premièrement pour écouter vos appréciations sur le travail que nous avons fait, dans le souci de toujours nous améliorer et de mieux servir ceux qui sont nos abonnés, nos lecteurs. Le deuxième objectif de cette demande d'audience aussi, c'est de pouvoir solliciter votre présence à nos côtés pendant la célébration officielle de cet anniversaire. C'est vrai que depuis quelques années, l'organe de régulation nous a consulté, nous a sollicité pour certaines de ces prestations en matière d'imprimerie. Donc nous plaidons pour que cette attention puisse continuer, puisque l'imprimerie, il faut bien la rentabiliser. Elle n'est pas une imprimerie qui est là que pour faire le journal La Nation. Donc il se trouve que cette imprimerie ne tourne pas à son plein régime. Le journal La Nation fait un bon travail, un travail professionnel. Et ça, ce n'est pas la première fois que nous en parlons ici. Vous avez beaucoup de mérites, mais aussi de contraintes. Prospecter des pistes, au-delà des pistes qui sont là. C'est un organe de service public. Les gens pensent trouver tout ce qui est État, tout ce qui est institutionnel. Et pourquoi pas ne pas créer des rubriques à la connaissance des institutions, à la découverte des institutions, à la découverte des communes, le coin du juriste, le coin du financier. Voilà des choses que je vous suggère pour enrichir les rubriques et que ce soit nos journaux de référence.
Et puis, nous allons parler cette fois-ci des consommateurs, défendre les intérêts des consommateurs béninois. C'est bien la principale mission du Conseil national des associations de consommateurs. À cet effet, il a tenu cette semaine à la Maison des médias une conférence de presse pour manifester son mécontentement face à l'indisponibilité et la mauvaise qualité de l'électricité, de l'eau et de l'essence. Le point avec Blaise Adampo et Michi Elewe. Le Conseil national des associations de consommateurs, CNAC, réagit face aux menaces qui pèsent sur les intérêts des Béninois. La rencontre de ce mercredi vise à dénoncer la mauvaise qualité et le non-respect des normes en ce qui concerne les 3 E, l'électricité, l'eau et l'essence. Nous constatons que dans notre pays, les normes ne sont pas respectées. Il n'y a pas de respect de la conformité. Et sans ça, aujourd'hui, aucune structure, aucune organisation, privée ou publique, ne peut accéder au développement, ne peut être compétitive. Qu'au niveau du secteur des énergies, par exemple, vous avez connu tout ce que nous vivons. C'est les coupures, c'est l'instabilité de l'énergie électrique, et puis les surfacturations dans le secteur, la mauvaise qualité de l'eau de la SONEB, et tous les autres corollaires des agréments que nous connaissons. Donc finalement on s'est dit, mais il faut que nous puissions commencer par exiger que chaque entreprise désormais, chaque institution de l'État puisse respecter les normes. Et c'est de cette seule façon que nous allons pouvoir aller au développement. La solution selon le CNAC, c'est tout simplement un changement de comportement. Parce que tout ce que nous disons là, c'est une question de changement de mentalité à tous les niveaux. Nous devons pouvoir sensibiliser, éveiller les populations dans le cadre du changement de mentalité. Le Conseil national des associations de consommateurs exige la mise en œuvre de projets durables pour une fourniture qualitative et quantitative de ce qui convient prochainement d'appeler les 3 E, électricité, eau et essence. Mieux fait connaître le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES. C'est bien l'objectif de la première journée du CAMES organisée par l'Université d'Abomey-Calavi. L'événement a eu lieu en présence des enseignants des universités du Bénin. Les précisions avec Amandine Anérosso. En organisant la première journée du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES, l'Université d'Abomey-Calavi ambitionne de faire connaître davantage l'institution aux participants. Plusieurs communications ont meublé cette première journée du CAMES. Entre autres thèmes développés, le code d'éthique et de déontologie et la présentation de la plateforme CAMES et les perspectives. Cette institution est reconnue pour sa crédibilité est considéré comme un modèle réussi d'intégration panafricaine en matière de mutualisation des ressources de l'enseignement supérieur et de la recherche. Au total, nous faisons quelque 70% d'enseignants qualifiés, tout grade confondu, maîtres assistants, maîtres de conférences et professeurs titulaires du CAMES, ce qui témoigne encore une fois de plus notre attachement à cette institution commune. Voilà ce pourquoi, dans la planification de notre année académique, nous avons réservé une journée CAMES. Une journée pour que les autorités du CAMES viennent s'expliquer devant nos collègues pour ce que nous rapportons de là-bas, les documents, votre politique, la vision que vous avez et aussi tout ce que cela implique comme participation active et financière. Aller négocier auprès des partenaires techniques et financiers le financement de votre plan de développement stratégique suppose aussi que vous montriez que l'institution CAMES, avec ses alumni, avec ceux qui ont pu tirer quelque avantage du CAMES, sont aussi prêts à vous accompagner. Le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur a été créé en janvier 1968 et compte aujourd'hui 19 pays membres répartis entre l'Afrique centrale, l'Afrique occidentale, la région des Grands Lacs et l'océan Indien. Son objectif est de faire non seulement la promotion des enseignants-chercheurs, mais également de permettre aux chercheurs africains de développer le savoir-faire.
Le complexe scolaire Émerveil clôture les activités pédagogiques au titre de l'année scolaire 2014-2015. La cérémonie qui marque cette cessation de travail s'est déroulée dans l'enceinte du dit complexe au quartier Transa Paraco sur place. Voici le reportage de Kolarole Boniface Pierre. Cette cérémonie marque l'entrée du complexe scolaire L'Émerveil dans l'ambiance des grandes vacances. Mais avant de commencer par jouir de ce repos mérité, on fait le bilan de l'année qui finit. Dans nos deux sections de la maternelle, 137 élèves sur 137 passent, 100%. À présent, nous allons au primaire. De la maternelle 2 au CI. Maternelle 2. Ils sont 35. Les 35 passent, ça fait 100%. Maternelle 2B, là également, 37 sur 37 passent, 100%. Du CI au CP, 33 élèves passent sur 37. 4, malheureusement, doivent reprendre leur classe. Ça donne un pourcentage de 89,18%. Bilan satisfaisant à mettre à l'actif de tous les acteurs de ce complexe. Séni Sourou, le président du bureau de l'association des parents d'élèves, décerne un satisfait aux enseignants et aux fondés. Je félicite les enseignants et les invite à plus de labeur au travail. Je remercie également le directeur du groupe B, la directrice du groupe B, ainsi que le directeur du groupe A et les encourage pour ce travail savamment orchestré. Je remercie singulièrement Monsieur le fondateur, Mahmoud Ali, pour toute sa sollicitude légendaire. Premier bénéficiaire des efforts des uns et des autres, les enfants témoignent leur gratitude à tous et promettent de faire mieux pour les années à venir. Nous, élèves du complexe scolaire L'Émerveil, des maternelles et du primaire, venons humblement vous dire merci, grand merci. Nous promettons par la grâce de Dieu de toujours bien travailler en classe, afin de mériter votre confiance et votre soutien de tous les temps. Les enfants étaient heureux de renouer avec les fêtes de fin d'année qui permettent de récompenser les meilleurs élèves. Ils souhaitent que de telles initiatives se répètent chaque année. Le 1er juillet est le premier jour de l'année rotarienne. À l'occasion du lancement du Nouvel An, un nouveau gouvernement est investi pour 12 mois. Ce dernier s'est présenté aux médias cette semaine à Cotonou à travers une conférence de presse. Reportage Gabriel Afoula. Dorothée Gouna est le gouverneur 2015-2016 du district 9102 du Rotary International. Son mandat démarre ce 1er juillet et il prend le collier de gouverneur le samedi 4 du même mois. Il est heureux de partager sa joie avec le public et invite la presse pour célébrer l'événement heureux. Il en profite pour révéler les 4 engagements des Rotariens du monde pour l'année qui démarre. Premièrement, les Rotariens mettent à profit leurs relations fraternelles, amicales et professionnelles pour servir l'intérêt général. Deuxièmement, ils mettent un point d'honneur à observer la probité dans l'exercice de leur profession, à reconnaître la dignité de toute occupation utile et à considérer la profession de chaque rotarien comme un vecteur d'action au service de la société. Troisièmement, les rotariens s'évertuent à faire progresser l'idéal de servir dans la vie privée, professionnelle et publique. Quatrièmement, enfin, les Rotariens tâchent de cultiver l'altruisme, l'entente et la paix entre les peuples. Le nouveau gouverneur du district 9102 présente également sa feuille de route pour les 12 mois à venir. Pendant ce mandat, je m'emploierai à motiver les Rotariens et les non-Rotariens à soutenir le président du Rotary International, Ravindra, dans la mise en œuvre de son ambition d'amener chacun de nous à faire don de soi au monde. Le président Ravindra souhaite, en effet, qu'au cours de l'année rotarienne 2015-2016, tous les Rotariens du monde entier
puisse se fonder en ce thème, faire don de soi au monde. Le district 9102 comprend le Bénin, le Ghana, le Niger et le Togo. La valorisation du bois de teck, c'est bien le nouveau chantier des investisseurs étrangers au Bénin. Une galerie de meubles a été inaugurée à cet effet en début de semaine à Guincomin. La cérémonie a mobilisé acteurs du secteur et autorités. Reportage Cécile Ondé, Ablaye Koudous. Industrie du bois du Bénin, toute une variété de meubles fabriqués à base du bois local y sont exposés. Avec cette boutique, le Bénin va réduire l'importation de la matière première, c'est-à-dire le bois brut, et valoriser davantage la transformation sur place, source de devises à l'économie. Marcel de Souza, ancien ministre de Développement, apprécie la création de cette galerie. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est un peu, je suis à la base de toutes les négociations les concernant. D'abord, on avait fait l'appel d'offres et c'est eux qui ont gagné l'appel d'offres sur la base d'une livraison de 30 000 mètres cubes de bois de teck par an. Alors, il faut une première transformation sans que la transformation aille plus loin. Or, la politique et la stratégie qu'on a mise au point en matière de bois, surtout bois de teck, c'était surtout de transformer, de créer des emplois pour qu'il y ait une plus-value qui soit conservée dans notre pays. Et donc, lorsqu'ils ont fini le premier contrat il y a un an, en 2014, on a renégocié, c'est moi qui dirigeais le comité avec le ministre chargé de l'Environnement, on a insisté que s'ils veulent continuer à travailler avec nous, il faudrait qu'ils fassent une avancée dans la transformation, de créer des showrooms pour montrer qu'est-ce qu'ils peuvent faire que les Béninois peuvent utiliser. Et donc ils nous ont dit, bon, ils ont toutes les machines, mais ils n'avaient pas d'espace. L'industrie du bois du Bénin est le fruit du partenariat entre le gouvernement du Bénin et des investisseurs étrangers. Les différentes œuvres proposées à la clientèle respectent les normes internationales et sont compétitives au-delà des frontières nationales. Je vois que c'est la première fois ici au Bénin qu'on trouve un salon pour fabrication béninoise. Tout ce qui est made ici au Bénin, et je vois que quelque chose de qualité. Tu vois que les trucs là, tout le Bénin, on trouve qu'il y a toutes les boutiques qui importent l'ameublement fini là. Mais il n'y a pas quelque chose qui est local, qui est fabriqué au Bénin. Pour l'instant, je trouve que ça, c'est très joli, c'est différents designs comme tu vas voir. Et ça, c'est de teck, 100% teck. Il y a le carreau. Carreau là, c'est une nouvelle création ici au Bénin. Tout le Bénin, il n'y a pas de carreau en bois. À la place d'aller acheter carreau en sanitaire, tu peux acheter ça en bois déjà prêt. Plus qu'une boutique de vente de meubles, l'industrie du bois du Bénin est un outil de valorisation du bois local. La duplication de telles industries au Bénin permettra de pallier un tant soit peu à la problématique de l'emploi au Bénin. Avant de nous séparer, c'est important communiqué pour vous. Le conseil d'administration de la BOAD approuve un projet de pavage de rues et d'assainissement dans 12 villes du Bénin réunies à Bissau le 26 juin dernier. Le conseil d'administration de la BOAD a approuvé 9 projets de prêt à moyen et long terme pour un montant de 113 milliards de francs CFA. Au nombre de ces projets figure celui relatif au pavage de rues et à l'assainissement dans les 12 villes du Bénin suivantes: Alada, Banikoara, Banté, Basila, Kové, Djidja, Glazoué, Kogounou, Matiri, Ouessé, Segbana, Tofo. La banque sous-régionale consent à l'État béninois un prêt de 15 milliards de francs CFA sur un coût global estimé à 15,737 milliards de francs CFA. Les travaux porteront sur le pavage et l'assainissement d'environ 20 km de voies urbaines dans les villes concernées ainsi que l'éclairage des principales voies à aménager. La réalisation de ce projet permettra d'améliorer substantiellement l'environnement urbain, de faciliter la circulation dans les 12 villes, en réduisant le temps de parcours d'au moins 60% et de renforcer les capacités des communes en matière de gestion des infrastructures urbaines. Elle favorisera également la création d'emplois, le développement des petits services et la stabilisation du secteur informel, magasins et points de vente. Le projet s'inscrit dans un programme d'aménagement de voies urbaines et d'assainissement dans les 77 communes du Bénin. Celui-ci prévoit la construction de caniveaux
de collecteurs et d'essuie-toits pour le drainage des eaux pluviales, ainsi que la réalisation de réseaux d'assainissement des eaux usées. Au titre de ce programme, la BOAD a déjà financé les projets de pavage de rues et d'assainissement dans les 28 localités suivantes: Abomey, Porto-Novo, Kétou, Tchaourou, Savet, Abomey-Calavi, Kandi, Savalou, Boycon, Pomassé, Atiémé, Avranco, Azové, Kérou, Malanville. Zobodomé, Bembereke, Bonou, Parakou, Djougou, Bopa, Dobo, Ifani, Kalale, Karibama, Tanguieta, Zakota, Eze. Le nouveau projet porte aussi ainsi à 40 le nombre de communes ayant bénéficié du financement de la BOAD dans le cadre du programme d'aménagement de voies urbaines et d'assainissement pour un montant global de 98,312 milliards de francs CFA. Et puis à 21h, le documentaire Mahomet, le pouvoir et la Mecque. À partir de 22h, 2 feuilletons, le triomphe de l'amour et du wild. Et à 23h30, le journal de la nuit. Retrouvez ce journal sur notre site www.ortb.bj. Merci et à très bientôt.